Bienvenue à la gare de Bondy dans une ambiance très ferroviaire. Alors pour vous situer les choses, la gare de Bondy, c'est la troisième gare sur la ligne 1 Paris-Strasbourg. En partant de la gare de l'Est, il y a Pantin, Noisy-le-Sec et Bondy. Et pourquoi sommes-nous là? Pour vous parler, je voudrais dire, d'une nouvelle race de chemin de fer. C'est toujours du vrai chemin de fer, c'est la SNCF, et vous le voyez, c'est ça s'appelle le tram-train. Un numéro tout de même assez étonnant, où il va être question bien sûr de chemin de fer, mais il va être question également du gros train, du tram-train, du tramway, du métro et même de funiculaire. Alors tout de même, petite explication. Pourquoi sommes-nous ici? Pour vous parler de tram-train. Tram-train, oh c'est une vieille idée. C'est à la fois le mariage entre le train et le tramway. Autrement dit, un tramway qui devient train et un train qui devient tramway. Celui-ci est tout de même un petit peu particulier. Il est particulier pourquoi? Parce que c'est le premier tram-train géré par la SNCF. C'est une idée, disons, qu'on voit beaucoup dans les pays nordiques, surtout en Allemagne. Autrement dit, comment transformer un tramway pour le faire sortir de la ville et emprunter les voies de chemin de fer peu ou mal utilisées, notamment les voies dédiées aux marchandises. Voilà comment est né le concept de tram-train. Alors, petite explication. En 1875, pour desservir la banlieue est de Paris et faire le lien entre le réseau est et le réseau nord, autrement dit, déjà avant l'ère, une interconnexion, eh bien, on a fait une petite ligne ferroviaire de 8 km de long, ligne ferroviaire qui permettait de desservir la forêt de Bondy. Et oui, à Bondy, il y avait une forêt, elle a disparu, mais également des structures industrielles, car il reste encore des carrières de gypse et des usines de plâtre. 1875, donc, cette ligne est appelée la ligne des Coquetiers. Toujours, il y a une station qui porte le nom des Coquetiers. Pourquoi? Parce qu'elle empruntait le chemin qui longeait le canal de l'Ourcq et qui était emprunté par les fermiers qui venaient vendre leurs œufs à Paris. Voilà le nom de cette ligne qui est ligne des Coquetiers. Donc elle faisait le lien entre la gare de Bondy et la gare d'Aulnay-sous-Bois sur le réseau nord. Malheureusement, le trafic voyageurs n'a pas suivi, elle a été reprise par la Compagnie de l'Est. Elle s'est développée tant bien que mal entre les deux guerres, le trafic n'augmentait pas, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, cette explosion démographique, la forêt de Bondy a disparu. Il va falloir faire face à la demande. On a connu la traction à vapeur, on a connu ensuite des machines diesel, puis la traction électrique est arrivée qui poussait des rames ribes assez inconfortables. Mais si on voulait développer le trafic avec l'urbanisation de cette banlieue, eh bien il fallait faire autre chose. Et donc on a profité de l'arrivée de Éole pour restructurer la ligne et la transformer en tram-train. Mais une ligne qui est donc limitée à Bondy et qui ne pénètre pas ici de Paris à la gare de l'Est. Voilà donc la naissance. Et aujourd'hui, le trafic est là, puisqu'on compte déjà 40 000 voyageurs. Donc c'est une ligne de 8 km avec de nombreuses stations. Mais la particularité, c'est que la ligne, elle circule dans la ville. Et il y avait beaucoup de passages à niveau. Et de fait, si on voulait augmenter le trafic et augmenter la cadence, eh bien les passages à niveau étaient tout le temps fermés, ce qui créait des embouteillages inextricables. Donc d'où l'idée de transformer cette ligne en véritable ligne de tramway. Plus de passages à niveau, on a remanié les gares, on a supprimé donc les gros bâtiments style ferroviaire pour des structures beaucoup plus légères. Cette ligne est promise donc à un bel avenir, un fort développement, et on aimerait la voir encore se développer, c'est-à-dire profiter du fait d'avoir un tramway pour l'interconnecter avec d'autres lignes de tramway, notamment à Noisy-le-Sec, et également faire une antenne vers Montfermeil de façon à améliorer la desserte de cette banlieue nord-est de Paris. Donc, juste un tout petit détail, donc le matériel que vous voyez là, c'est un matériel de Siemens, c'est un matériel très confortable, avec des accélérations et des freinages très performants à la tramway et surtout beaucoup plus confortable que le matériel, les anciennes rives qu'il y avait avant. Donc, ce DVD est consacré à cet autre chemin de fer. Dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, c'est le retour du tramway genevois. Et oui, Genève a toujours conservé son tramway. Et maintenant, les lignes commencent à s'étendre et on va de plus en plus vers un réseau maillé qui serait du style tram-train. 4 bonus. Le premier bonus, le matériel. Autrement dit, le tram-train. C'est le mariage, vous le voyez bien par son gabarit, entre un tramway par son gabarit et un train, parce qu'il roule sur les voies normales. Et surtout, la particularité ici, c'est qu'il circule en 25 000 volts 50 périodes, alors qu'un tramway circule en 750 volts continu. Donc vous voyez, c'est encore un tram-train un peu bâtard. Deuxième bonus, comment ça marche? Le Berninois.
C'est une ligne suisse assez remarquable en métrique, avec des rampes de 70 pour 1000 en adhérence totale, et qui est dans le massif des Grisons et qui fait le lien entre la Suisse et l'Italie. Troisième bonus des idées d'avance, et quelles idées? Eh bien, ça a été de mettre le train, le chemin de fer à un gabarit plus réduit sous les villes. D'abord, ça a été à Londres, vous l'avez vu, c'est le métropolitain. Ça a d'abord été l'Angleterre, 1890, 1900, 1900 après à Paris, et puis extension et réussite dans le monde entier. Et puis surtout le chemin de fer sous une ville, c'est le chemin de fer sous Paris, ça s'appelle le RER, qui passe ici avec Éole. Quatrième bonus, un homme, un métier, ou plutôt un matériel, un métier. On ne l'a jamais traité dans cette série de DVD, mais il mérite, pourquoi pas, parce que ça roule sur des rails, c'est du ferroviaire, mais tiré par une ficelle. À Lausanne, ça s'appelle la ficelle, c'est le funiculaire. Et là, eh bien, c'est le funiculaire d'Évian qui a été, autrement dit, relooké, remotorisé. Allez, bon voyage. Voici Genève, située idylliquement entre le Jura et le Salève. Sa rade magnifique, son éternel jet d'eau maintes fois imité, mais jamais égalé, ses quais, ses promenades, et pour finir dans le cliché, ses banques et institutions financières à foison. Genève, c'est aussi le 22e canton entré dans la Confédération suisse le 15 juin 1815. Chargée d'histoire au rayonnement mondial, la cité protestante a vu grandir et mûrir des hommes célèbres comme Jean Calvin, Jean-Jacques Rousseau, Henri Dunant et plus proche de nous, Michel Simon, l'une des rares gueules au talent unique qui aura marqué à jamais le 7e art. La Genève d'aujourd'hui, devenue un canton-ville peuplé de plus de 400 000 âmes, issues d'ici et d'ailleurs, n'en est pas moins confrontée aux maux des grandes villes. Il s'agit, bien évidemment, de la voiture et son cortège de bouchons interminables, de ses nuisances sonores, et sans oublier le déferlement inhérent de pollution, de plus en plus agressive. La vie économique genevoise est particulièrement séduisante. Pour preuve, un flot de pendulaires de Suisse romande et de France voisine déferle chaque jour un peu plus sur la cité, ce qui en fait bizarrement une sorte de petite métropole. Mais voilà, Genève n'est pas une métropole. Et les transports publics, me diriez-vous? Eh bien, ils sont là, sur pneus, sur rails ou sur les flots. Bien que de grands retards furent fâcheusement constatés ces 10 dernières années, la cité du célèbre salon de l'automobile a cependant sérieusement comblé ses lacunes avec une politique drastique que les Genevois ont curieusement épousée sans trop rechigner. La rédaction du Tickets Magazine cherche à faire le portrait d'un transport public d'un centre urbain conséquent et dynamique qui ne soit pas une métropole dont la démographie est en hausse et qu'il soit lié à de grands projets d'infrastructure dans les 10 prochaines années. Genève se plaçait là. Avant de parler de transport en commun d'aujourd'hui, promenons-nous un court instant encore dans l'histoire des tramways genevois. C'est en septembre 1833 déjà que les premiers essais sont effectués avec une voiture omnibus tractée par des chevaux. Avec ce service, c'est la première fois que l'on proposait aux citoyens genevois un transport en commun circulant dans les rues de la ville plusieurs fois par jour et à heure fixe. Puis, près de 30 ans plus tard, Genève voit arriver par décret spécial en 1862 la première ligne hippomobile dite chemin de fer américain à voie normale. Ce moyen de transport révolutionnaire de John Stephenson, irlandais émigré à New York, consistait à faire tracter des omnibus par les chevaux sur 2 rails d'acier fixés à même la chaussée. Ce premier tramway devait relier sur 2,5 km Genève à la ville voisine de Carouge. Du reste, ce tronçon allait préfigurer la fameuse ligne transversale numéro 12, toujours d'actualité. Depuis cette grande première européenne, rien n'allait arrêter le développement de ce nouveau transport en commun. Après la traction hippomobile, c'est au tour de la vapeur de prendre le relais. Enfin, en 1894, l'électricité marqua un tournant décisif et définitif dans la traction des tramways. Avec la fin du XIXe siècle, plusieurs compagnies avaient vu le jour à Genève.
notamment les tramways de Genève, puis les TS, tramways suisses, pour voir venir ensuite la VE, voie étroite, la compagnie qui créa le fameux grand réseau rural à voie métrique dont la toile s'étendait jusqu'en France voisine. Il eut enfin la GV, le Genève-Verrier, qui offrait notamment la correspondance avec le petit train du Salaire. Cependant, en décembre 1900, ce fut la grande lessive. Tout ce petit monde se regroupa définitivement sous l'égide de la compagnie genevoise des tramways électriques. La CGT était née. Néanmoins, avec les ans et les revers brutaux de l'histoire du XXe siècle, le réseau des tramways genevois s'étiole de plus en plus pour ne voir survivre que la fameuse ligne 12, reliant toujours Carouge à Moelle-Sula. Bus et trolleybus ont pris le relais comme partout ailleurs. Il est important de rappeler ici que le réseau ferré genevois, près de 120 km, était devenu quasi obsolète et avec les ans, il aurait fallu consentir à de grands investissements publics afin de le reconstruire. C'est chose faite en août 1993. Les bulldozers du BTP éventent à nouveau les rues de la cité. Après moult combats politiques, les autorités cantonales et fédérales donnent enfin le feu vert pour la construction d'une nouvelle ligne de tramway, au cœur de Genève, reliant le centre-ville à la gare de Cornavin. En mai 1995, soit 26 ans après la suppression de la dernière ligne de tramway dite la Ceinture, la ligne 13 s'est lancée triomphalement en rive droite via le pont de la Coulouvrenière. Le tramway gagnait depuis enfin une première bataille sur la voiture. En décembre 2003, la population fut invitée à nouveau par les autorités du canton et de la ville de Genève à faire la fête à l'extension de la ligne 13, pourtant férocement combattue par certains lobbies. Ce jour-là, un drôle de carnaval a chassé les mauvaises humeurs liées aux désagréments causés par les interminables travaux de terrassement vécus par les bordiers et les commerçants de la place de Cornavin et de la rue de Lausanne. En effet, la construction de cette extension pour certains fut un véritable calvaire. Du reste, Christian Farazzino, magistrat de la ville, en ce jour d'inauguration, s'explique sans embâche sur la suppression et la reconstruction inévitablement douloureuse du tram en ville. Genève est très en retard parce que si l'on prend que la Suisse, Bâle et Zurich sont largement en avance sur nous. Si l'on prend l'Europe, beaucoup de villes françaises, italiennes et allemandes sont très en avance sur nous. Et par conséquent, nous avons un grand retard à combler. Cela s'explique en fonction du fait qu'on a façonné l'urbanisation de notre ville, l'aménagement de Genève en fonction de la voiture. Imaginez-vous que la collectivité publique achetait des immeubles de qualité d'ailleurs du XVIIIe siècle pour les démolir afin d'élargir les chaussées destinées au passage des voitures. Mais vous prenez l'exemple de Paris, il a fallu attendre Delanoë et son élection pour qu'on ait enfin un maire courageux qui prend un certain nombre de décisions pour les couloirs de bus, parce que ça ne sert à rien de développer des transports publics s'ils n'ont pas la possibilité de rouler de manière efficace. S'ils sont pris dans des embouteillages, c'est pas très attractif d'inviter les gens à prendre le bus. Donc, faut-il encore s'en donner les moyens? Les médias suisses ont eu tendance à faire refléter la problématique de la durée, de la construction de ces grandes ambitions finalement. Si nous faisions une extension de cet ordre en périphérie à la campagne, ce serait beaucoup plus rapide. En milieu urbain, on travaille dans la dentelle parce qu'on doit laisser libre accès non seulement à tous les immeubles pour les gens qui y habitent, mais également à tous les commerces pour les gens qui y travaillent. Donc nous devons, et sans parler des problèmes de sécurité pour les ambulances et les voitures de pompiers, donc nous devons travailler tronçon par tronçon, et c'est vrai que c'est un travail qui est très délicat et qui a comme conséquence d'alourdir le chantier et d'en retarder son exécution. Finalement, le tram sera réintroduit non seulement là où il passait autrefois, mais prendra ces prochaines années aussi l'initiative d'aller dans les faubourgs modernes comme Mérin, commune populaire de 19 548 habitants, située à plus de 10 km au nord du canton. Plus à l'ouest de la ville, les travaux vont montrer en ce qui concerne la construction de la ligne 17. Ce tram, quant à lui, desservira dès décembre 2004 une zone plus industrielle. Pour le reste, la toile du réseau des transports urbains et suburbains de Genève se présente sous la dénomination de Constellation, avec 3 pôles d'échange au centre-ville. Près de 55 lignes animent cette toile, dont 5 sortent des frontières helvétiques. On peut noter que ce réseau a considérablement évolué durant ces 10 dernières années. À l'origine, l'ancien réseau de la CGT proposait un réseau structuré de lignes essentiellement radiales, ce qui a eu pour difficulté une difficile évolution envers les réalités démographiques du canton. Aujourd'hui, en guise de garde-fou, une loi oblige les transports publics à devoir desservir au maximum 300 mètres toute zone d'habitation digne de ce nom. Voici le temple des transports publics genevois, le dépôt du Bachet de Pesette. Construit pour certains avec mégalomanie, financé par le contribuable, cet édifice ne manque pourtant pas de panache. Dessiné par les architectes Paul Marty et Walter Honner, les TPG ont pu prendre en 2 temps la possession de ces fastueux locaux. D'abord en 1988 pour ce qui concerne la maintenance et les ateliers principaux, et en 1992 pour l'installation du siège de l'entreprise. Aujourd'hui, travaillent plus de 100 personnes aux étages administratifs.
Plus bas dans les sous-sols, en plus du centre de maintenance, est installé les places de stationnement des autobus articulés et des trams. Ce sont près de 830 chauffeurs et traminots qui pilotent aujourd'hui les 350 véhicules que forment le parc roulant des TPG. Ces véhicules sont répartis comme suit: 46 tramways, 73 trolleybus et 231 autobus. L'entreprise attend d'ici 2005 l'arrivée d'une nouvelle série de 21 trams bidirectionnels appelés City Runner, commandés selon un cahier des charges précis au constructeur canadien Bombardier. 2 exemplaires loués à la ville polonaise de Łódź circulent déjà sur la ligne 13. Enfin, pour parer à cette nouvelle acquisition, un certain nombre de pistes de stationnement ont dû être aménagées en faisceaux de garage pour la circonstance. Nous voici maintenant au niveau des coursives d'essai et des ateliers principaux, une véritable cathédrale. Il est surprenant de constater un silence quasi monacal dans cette immensité de 13 000 m² où travaillent pourtant 300 collaborateurs répartis dans de multiples corps de métier. Par ailleurs, pour ceux qui se déplacent souvent dans cet espace, des vélos sont mis à disposition. Toujours est-il qu'ici défilent tous les jours bus, trolleys et trams afin d'y être réparés suite aux outrages du temps, aux accidents et malheureusement depuis quelques années déjà, aux déprédations de plus en plus fréquentes. Profitant du passage aux ateliers d'Éric Grasset, directeur général adjoint, nous avons voulu savoir ce qui a fondamentalement changé ces dernières années dans l'exercice d'un opérateur comme celui des TPG. C'est quand même la renaissance du réseau tram, puisqu'en 1995, la ligne 13 était mise en service. Donc l'extension du réseau tram se fait par à-coup malheureusement. On aimerait bien que ça se fasse en continu, on aimerait bien mettre en service 2 km par année. Mais avec les structures ou les autorisations fédérales, les travaux, malheureusement il y a eu des à-coups. Mais pour l'instant on est dans un bon rythme, donc on met régulièrement en service du réseau tram. Et c'est le principal renouveau de ces 10 dernières années. Le flot de voitures s'est considérablement développé bien au-delà des centres urbains. Le va-et-vient quotidien des pendulaires paralyse chaque jour un peu plus les rocades, les artères et autres pénétrants. Pour les pouvoirs publics, il faut marteler sans cesse que d'autres possibilités de déplacement existent. Il faut changer les habitudes, mais aussi équilibrer les modes de transport sans faire de chasse aux sorcières. Les politiques l'ont bien compris. L'arc lémanique est devenu aujourd'hui une poudrière en matière de transport privé. Les bourgs et villages de transit sont asphyxiés. Les autoroutes congestionnées commencent à prendre de l'âge et des réfections de grande ampleur s'annoncent. Les bouchons sont de plus en plus longs. Si les transports publics veulent gagner la bataille, leur seul salut est de proposer une nouvelle dynamique avec des prestations renforcées et adéquates, je dirais même presque du sur-mesure. On doit considérer aujourd'hui que Genève est une agglomération de plus de 900 000 personnes et qui demain, c'est-à-dire à l'horizon 2015, aura à peu près 1 100 000 personnes. Donc nous sommes réellement une agglomération qui comporte bien sûr la ville de Genève, mais aussi toutes les communes suburbaines, toutes ces villes que sont Meyrin, Vernier et toutes les autres que nous avons dans ce canton, mais également une agglomération qui va jusqu'à Annecy, mais également une agglomération qui va jusqu'à Bellegarde ou Thonon ou Évian. Et c'est dans cette communauté que les gens travaillent, que les gens se déplacent aussi pour commercer, que les gens se déplacent pour leurs loisirs. Il est fréquent que quelqu'un vienne d'Annecy pour aller au théâtre à Genève, il est fréquent que les jeunes aillent faire leurs courses en France, etc. Donc nous devons réellement organiser la mobilité dans ce rayon de 40 km autour de Genève. Le transport public représente une réponse au problème des pendulaires. Les embouteillages, chacun le sait, c'est le matin, c'est le soir, et il est impératif que nous fassions en sorte que les pendulaires, les gens qui vont travailler, aient une alternative à la voiture. Et c'est dans ce sens que va tout le développement des transports publics. C'est d'une part essayer d'aller chercher les gens chez eux, ou le plus près possible de chez eux, lorsque c'est possible. Lorsque ce n'est pas possible, c'est en tout cas d'installer des parkings d'échange à l'entrée de la ville, et à partir de là, avoir un système de transport public extrêmement performant qui prenne les gens depuis ces parkings d'échange pour les amener à leur place de travail. Je crois qu'on ne doit pas s'inscrire dans une perspective de guerre entre la voiture, les transports publics, les cyclistes et les piétons. Il y a dans l'organisation des transports une complémentarité qu'on doit chercher. Et autant il est totalement évident qu'on doit privilégier le transport public lorsque l'on se trouve au centre-ville, parce que c'est la seule possibilité de transporter chacun, autant il est certain que la collectivité publique ne pourra jamais garantir que dans le village le plus isolé, on va avoir des transports publics performants, parce que tout simplement c'est trop anti-économique et ce n'est pas possible. Donc il y a une complémentarité. La complémentarité, c'est qu'il y a des bons usages de la voiture et il y en a des mauvais. Et au fond, tout notre travail, c'est d'essayer d'inciter à ces bons usages, c'est-à-dire ces usages qui permettent la fluidité du trafic pour chacun, qui permettent aussi, et c'est très important à mes yeux, de réduire les nuisances environnementales, de réduire les nuisances de bruit, de réduire les nuisances de pollution de l'air. Mais tout cela est possible pour autant que l'on se montre un petit peu respectueux des uns et des autres, et que autant on doit admettre que la voiture
est effectivement nécessaire, voire indispensable dans certains cas, autant dans d'autres cas, c'est le plus mauvais moyen de transport et il s'agit de ne pas l'utiliser. Chose pourtant possible à découvrir avec notamment l'ouverture en décembre 2004 de la troisième voie des CFF entre Coppet et Genève, financée dans le cadre de Rail 2000 première étape. Un chantier titanesque de 300 millions de francs va permettre de fournir de nouvelles fréquences et de nouvelles capacités en matière de trains régionaux et de grandes lignes. Les CFF pourront dorénavant proposer une cadence à la demi-heure avec certains trains qui fitent déjà au-delà de Cornavin pour gagner la rive gauche genevoise. Elle va permettre de séparer le trafic régional du trafic de longue distance, c'est-à-dire que les trains régionaux circuleront à la demi-heure sur leur propre voie, la voie lac. Ici, à Creux-de-Gentot, c'est l'exception. Les trains vont pouvoir se croiser. C'est la raison pour laquelle nous avons 4 voies à Creux-de-Gentot. Mais donc, ces trains régionaux circuleront en site propre. Le vœu des collectivités et des CFF est de transférer encore davantage de pendulaires de la route au rail. Et pour cela, il ne suffit pas, je pense, de créer des relations ou d'étoffer notre horaire et de créer de nouvelles relations, de nouveaux trains, disons. Il faut également offrir aux automobilistes la possibilité de se parquer, et ça, nous l'avons bien compris. La première pierre de cette réalisation, c'est la troisième voie Coppet-Genève, mais il est évident que nous voyons à long terme dans le projet SEVA, donc Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, dans une extension du RER Lémanique en direction de Lausanne, dans la revitalisation de la ligne du Tonkin également. SEVA, me disiez-vous, magnifique serpent de mer, de lac, qui fait tourner la tête à plus d'un Genevois. Replaçons-le dans son contexte. 1912, la Confédération suisse, les CFF et le canton de Genève signent une convention afin de faire relier le chemin de fer de la rive droite du canton pour se connecter au réseau du PLM qui vient de construire depuis sa ligne secondaire Bellegarde-Évian une petite pénétrante d'Annemasse à la gare des Eaux-Vives. Genève avait toujours prévu dans son aménagement urbain la possibilité de voir venir la voie à travers les quartiers concernés. Cependant, les années passent et rien ne se fait. La gare des Eaux-Vives restera un éternel cul-de-sac ferroviaire français. Le projet actuel SEVA, Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, repose sur cette convention de 1912 signée par la Confédération, les CFF et le canton, qu'elle a été réactualisée en 2002 avec un protocole d'accord qui a redéfini l'ensemble des obligations des 3 partenaires, à savoir la Confédération, le canton et les CFF, pour la réalisation du complément qui n'a pas été réalisé dans le cadre de la convention de 1912, à savoir la liaison entre l'endroit où nous sommes ici, c'est-à-dire la Praille, et les Eaux-Vives. Les gens ont besoin de cet ouvrage pour pouvoir se déplacer. C'est un outil, une infrastructure qui va permettre de relier à la fois des gens qui habitent sur le canton de Genève, mais des gens qui vivent en France voisine, des gens qui habitent sur le canton de Vaud. Ce qu'il faut dire également, c'est que Genève est très mal dotée en ce qui concerne les infrastructures ferroviaires sur tout ce qui est rive gauche. Je dirais qu'à Genève, nous avons un point faible, et très faible par rapport à beaucoup d'autres agglomérations, c'est qu'il nous manque un réseau RER. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une agglomération qui s'étend sur un rayon de 40 km autour de Genève. Cette agglomération est mal desservie par un réseau ferroviaire. Du côté suisse, cela va, et du côté français, c'est véritablement catastrophique. Il nous manque toute une série de connexions. Et là, nous avons un grand projet qui est de viser à 1 milliard de francs et qui est la réalisation, c'est une liaison Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse qui traverse la ville de Genève et qui permettra de mettre en connexion le réseau français et le réseau suisse. Les lobbies du rail font malheureusement défaut en Suisse romande et la concrétisation de ce grand projet peine à prendre corps, surtout en ces périodes de disette fédérale. Pourtant, la Confédération s'est engagée à respecter la dite convention. Quelques députés de tous bords politiques se sont chargés à lui rappeler ces jours-ci en manifestant justement à la gare des Eaux-Vives. Genève est prête pour le premier coup de pioche. Voilà déjà quelque temps que le canton a voté à l'unanimité sa quote-part par un crédit de 400 millions de francs sur les 950 annoncés au projet. Mais voilà, la Confédération ne sait plus où puiser dans ses caisses pour honorer son engagement. À chaque jour, son coup de théâtre, courrier, déplacement à Berne des membres du Conseil d'État genevois, tout est bon pour marteler sans relâche au gouvernement suisse que le projet du raccordement ferroviaire est un urgent besoin pour la ville si elle ne veut pas basculer dans l'asphyxie totale. Il fait bon vivre à Genève. Dès que le soleil pointe son premier rayon devant le puissant panache du jet d'eau, il faut impérativement sauter dans une de ces petites mouettes genevoises aux couleurs du canton et qui vous offrent instantanément quelques heures de vacances.
Comme nous vous le disions, ce transport par les flots est devenu transport public. Partenaire d'Uniréseau, tous les titulaires d'abonnement ou d'un titre de transport ad hoc peuvent emprunter ces bateaux le plus simplement du monde. D'ailleurs, 2 événements importants viennent de s'ajouter au quotidien plutôt agréable de cette flottille. Premièrement, une nouvelle embarcation à l'énergie solaire a pris peu son service dans la rade. Pouvant naviguer à 13 km/h, ce bateau ultramoderne vous emmène par n'importe quel temps à bon port. Deuxièmement, comme les trams et les bus, depuis janvier 2004, ces embarcations lacustres naviguent durant toute l'année. Propriété des Charrières, père et fils, cette petite affaire familiale a tendance à montrer sérieusement la direction à suivre dans l'esprit d'entreprise. Quant à nous, nous suivons aussi l'horizon. D'autres sujets nous y attendent. Gare de Sarrebruck, un Flexity de Bombardier. À votre avis, c'est un train ou un tramway? Ça y ressemble pourtant. Non, c'est bien un tramway, car il roule en ville. Mais il est taillé pour sortir de la ville et emprunter les voies du chemin de fer normal et sont comportés comme une vraie rame de banlieue. C'est ça, le tram-train. Le secret réside dans l'adaptabilité aux contraintes des 2 systèmes. D'abord, contraintes techniques dues à la différence d'alimentation en énergie électrique. Ensuite, contraintes de gabarit. Un tramway tourne très court. Enfin, contraintes dues à la différence de hauteur des quais. Mais le résultat est là, le tram-train, ça marche. Regardez bien, là, il est en ville. Il va quitter la ville pour la campagne. Regardez bien, on va changer le courant. On va quitter le 750 volts continu pour le 15 000 volts alternatif. Et voilà notre tramway qui s'évade dans la campagne pour aller, devinez où, vers la France, à Sarreguemines. Tram-train, oui, mais transfrontalier. Un exemple à suivre. Autre exemple, Kassel, toujours en Allemagne. Là, c'est le Regio Citadis d'Alstom. C'est un tram-train. Mais lui, il est hybride. Quand il est train de banlieue, il est propulsé par un système diesel électrique, comme les autorails. Lorsqu'il est dans le vide, il lève le pantographe et il est alimenté comme un tramway en courant continu. Couplés, les tram-trains forment de véritables rames de banlieue qui entrent donc dans le centre de la ville. Autrement dit, le tram-train, c'est un RER, mais en surface, et sans changer de mode de transport pour les usagers. On admire également le confort, l'accessibilité et les larges portes qui permettent aux voyageurs de monter et de descendre rapidement. En France, Mulhouse s'est mise au tram-train. Récemment, la ligne Bondy-Aulnay-sous-Bois a été mise en service et d'autres villes vont suivre. En résumé, là où il y a dans une ville un tramway et un réseau de voies SNCF souvent inutilisé ou mal utilisé, il y a place pour le tram-train. La gare de Saint-Moritz se trouve en bas de la ville, juste en face du lac artificiel du chef-lieu de la Haute-Engadine. Station de villégiature mondaine s'il en est, Saint-Moritz, connu à travers le monde entier, est aussi un petit carrefour ferroviaire pour la non moins célèbre compagnie des chemins de fer rétiques, les RHB. Mais avant de parcourir l'histoire ferroviaire de cette région de rêve, permettez-moi de vous inviter à bord du train en partance pour Tirano, petite cité italienne frontière située en amont de la vallée de la Valtelline. Notre voyage empruntera l'une des lignes ferroviaires les plus mythiques du pays des petits trains, la Bernina. Unique chemin de fer européen à voie métrique et à adhérence, donc sans crémaillère, pouvant ainsi sillonner en toute saison sur des hauteurs dépassant parfois les 2000 mètres d'altitude.
Toujours en Haute-Engadine, notre convoi arrive à Pontresina, petit village situé à 1800 mètres d'altitude, à l'abri des vents. Devenu essentiellement touristique avec les ans, ce site a malheureusement perdu nettement de son charme d'antan. Tourisme oblige, ont-ils dit. Par ailleurs, la gare exerce aussi le triage des wagons marchandises en provenance du sud, essentiellement des wagons citernes. On remarque d'entrée que le trafic marchandises sur une ligne conçue avant tout pour le tourisme représente une quote-part économique non négligeable aujourd'hui. Le trafic en 2002 des wagons à essence a représenté à lui seul 31% du trafic global. Quant à ceux des grumes, cela a représenté plus de 57%. La gare de Pontresina est aussi un nœud ferroviaire pour les RHB. De plus, elle est la seule à être commutable sur le plan électrique. En effet, la structure technique de celle-ci peut accepter aussi bien les trains du réseau principal, qui fonctionnent sous la tension de 11 000 volts monophasés, que ceux de la ligne de la Bernina, qui, elle, fonctionne depuis longtemps aux 1000 volts continus. À la gare, les trains en provenance de Saint-Moritz et de Samedan se bousculent sur les quais, surtout durant la saison d'été. Entre les Bernina Express et autres régionaux, sans oublier tous les spéciaux qui s'affichent à l'horaire, le transit et les correspondances sont menés à un rythme soutenu. Devant le glacier du Morterarch, entouré des glorieux Piz Palu, Bella Vista et Bernina entre autres, le train attaque la fameuse courbe de Montebello, 1000 fois photographiée par les touristes. L'image est un must. Et ça ne fait que commencer. Après quelques courbes encore, la ligne traverse un décor sauvage d'une rare beauté. Le chemin de fer de la Bernina tient ses promesses. Comme il est dit dans certains dépliants publicitaires, quand on traverse cette région, on y laisse tous un peu de soi, tant le panorama est prenant. Le moment est venu de vous conter l'histoire d'un chemin de fer audacieux de 60 km destiné uniquement au trafic touristique et que nul n'osait imaginer voir construire dans une configuration géographique aussi inhospitalière. L'envie de rallier la vallée de Poschiavo, maintes fois appelée le Val Perduta, la vallée perdue, au reste du canton des Grisons devenait une nécessité. Cependant, les hivers rigoureux de la région ne permettaient pas d'entrevoir de solutions rapides et pratiques au passage du col de la Bernina. Ceci dit, une route carrossable fut bien construite entre 1847 et 1865, praticable bien évidemment qu'en haute saison d'été. Le tracé de cette dernière empruntera plus volontiers le Val Agoné pour rejoindre plus bas Poschiavo. Cette variante a permis d'ailleurs de desservir les villages de San Carlo et Privilasco. Par ailleurs, il est important de savoir que les hivers ici peuvent durer jusqu'à 8 mois. Ce fut donc la seule voie de communication pour ce coin de pays si reculé durant tout le 19e siècle.
Comme on le sait, dès la fin du grand siècle ferroviaire, le tourisme aisé, venant notamment de la région lombarde, se développait de manière inattendue. À la vue de cette situation nouvelle, les promoteurs de tout poil commençaient sérieusement à se pencher sur le phénomène. Parallèlement, le chemin de fer de l'Albula avait déjà percé la montagne afin de gagner la Haute-Engadine en juillet 1903 déjà. Alors pourquoi pas pousser la ligne de Saint-Moritz à Chiavenna, petit confin italien situé au contrebas du col de la Maloia. Voilà un projet séduisant. Quant à celui de la Bernina via Poschiavo, direction les cartons d'archives. Pourtant, un autre phénomène apparut à nouveau. Les promenades le long des bucoliques rivières de la Haute-Engadine ne suffisaient plus à certains de ces curistes toujours plus exigeants. L'aventure dans les hauteurs, plus proche des neiges éternelles, le besoin de panoramas idylliques rencontrait, en ce début du XXe siècle, un véritable engouement. D'autres promoteurs avaient mieux compris encore les nouveaux enjeux. Aux oubliettes donc Chiavenna, et l'on ressort illico des cartons le fameux projet d'un chemin de fer via la Bernina. Pour la nouvelle compagnie, Bernina Bahn, le temps est compté. Le premier coup de pioche au terrassement fut exécuté simultanément le 16 juillet 1906 sur les deux versants du col. Comme à chaque fois dans la construction ferroviaire en Suisse, et ce dernier ne fait pas exception, ce ne sont pas moins de 2500 ouvriers, essentiellement venus d'Italie, qui œuvrent à la tâche ardue tant le site choisi est difficile, titanesque. Il faut savoir aussi que cette ligne va affronter parfois des déclivités de 70 pour 1000, ce qui est extraordinairement délicat pour un chemin de fer sans crémaillère. Néanmoins, si les saisons furent clémentes sur le côté sud du col et que les chantiers avançaient à grands pas, on ne peut pas en dire autant sur le versant nord, surtout durant les périodes d'hiver. En effet, avec moins 40 degrés, tous les travaux étaient stoppés net. Aucune possibilité de travailler dans de telles conditions. De plus, comme le rapporte Patrick Belloncle dans le livre des chemins de fer rétiques, même la dynamite, de petite qualité de surcroît, avait la fâcheuse tendance à exploser à cause du froid persistant, ce qui devait causer malheureusement la mort de 4 ouvriers à la tâche. Les mois passèrent et la ligne prenait corps. Après le gros œuvre de terrassement et la construction de quelques ouvrages d'art, dont notamment le fameux pont hélicoïdal de Brusio, l'on pouvait procéder enfin à la pose des voies et du ballast. Même que sur certains tronçons, par exemple entre San Antonio et Meschino, cette pose s'effectua à même la route, comme pour un tramway. Puis dans la foulée, on installa également la caténaire. Sachez ici qu'il n'a jamais été question d'exploiter ce chemin de fer autrement qu'avec la traction électrique. Les fortes déclivités rencontrées sur la ligne auraient été destructives pour la vapeur. Alimentée par les usines hydroélectriques de Campo Cologno puis de la Robbia, la ligne de contact, parfois doublée sur les tronçons difficiles, affichait une tension de 750 volts continue. Point de grande inauguration pour la ligne de la Bernina. Et pour cause, elle fut mise en exploitation tronçon par tronçon de juillet 1908 à juillet 1910. Par ailleurs, la compagnie confia aux entreprises SIG de Neuhausen et Alliot de Münchenstein la confection de 14 puissantes motrices. Ces véhicules moteurs de 28 tonnes et d'une puissance de 300 chevaux pouvaient tracter sans effort particulier plus de 20 tonnes sur les rampes sévères que comporte la ligne. Aménagées en compartiments de 2e et 3e classe, ces dernières furent mises en service dans leur célèbre livrée jaune. Dès le début de l'exploitation, elles furent aussi couplées, souvent en unités multiples. Sachez que ces pratiques d'exploitation sont toujours d'actualité. Le chemin de fer de la Bernina a vécu, comme tant d'autres, suite à la Deuxième Guerre mondiale, de grosses difficultés financières qui furent finalement extrêmement difficiles à surmonter. Les hostilités pas encore terminées, les comptes étaient déficitaires et la situation scellée et sans appel. Alors la fusion avec les chemins de fer rétiques, indiqués promptement par le département des chemins de fer et des postes, devenait inévitable. Ce fut chose faite le 1er janvier 1943. Par ailleurs, en 1949, les RHB ont pu récupérer aussi à une société italienne la concession du tronçon Campo Cologno-Tirano, retiré en son temps par le gouvernement de Mussolini. De nos jours, la ligne a changé quelque peu d'aspect. Il a été installé passablement de parois par avalanche le long de la voie et construit un nombre important de galeries qui permettent aujourd'hui une exploitation des trains tout au long de l'année. Avec le temps, de nouvelles motrices ainsi que 2 locomotives électro-diesel sont venues grossir les rangs du parc de la traction. Il ne faut pas manquer non plus de constater que le confort intérieur des nouveaux convois panoramiques de la Bernina Express s'est fortement amélioré. Toutes ces voitures ultra-modernes sont entièrement climatisées et insonorisées. C'est le prix à payer aujourd'hui pour séduire une clientèle étrangère toujours plus exigeante. Cependant, quelques vestiges historiques sont soigneusement entretenus. À savoir par exemple un convoi de 2 motrices de 1908 portant les couleurs jaunes et le logo de la Bernina Bahn d'antan. Ces véhicules nostalgiques, stationnés au dépôt de Poschiavo, circulent uniquement lors des saisons d'été.
Par ailleurs, on remarque avec étonnement pour un chemin de fer voué au trafic touristique que depuis plusieurs années déjà un nombre croissant de wagons à plateforme et de citernes sont tractés fréquemment derrière des convois voyageurs. Cette situation peut paraître peu compatible aux exigences sécuritaires actuelles. Ceci dit, la raison est simple, la ligne de la Bernina entre en phase de saturation et cet état de fait préoccupe passablement les dirigeants des chemins de fer rétiques. Qui aurait pensé qu'un jour ce tortillard des montagnes, ô combien célèbre il est vrai, puisse devenir en ce début de 21e siècle un véritable axe nord-sud en matière de transport de marchandises est considéré comme sérieux par l'économie. Donc face à ces réalités et d'ici la fin de l'année 2003, tous les systèmes de sécurité seront entièrement repensés afin que l'exploitation reste en parfaite conformité avec la loi. Cette lourde tâche s'effectuera avec la collaboration des spécialistes de l'Office fédéral des transports à Berne. Nous voici à Campo Cologno, village frontière avec l'Italie. Plus bas, derrière l'usine électrique et juste après la douane, c'est Tirano, le chef-lieu de la Haute-Valtelline. Mais avant de quitter le territoire suisse, jetons encore un coup d'œil sur le site de transit des grumes réceptionné par le convoi routier et livré aux fabricants de meubles de haut de gamme italiens. À la question pourquoi sont-ils si friands du bois suisse? Eh bien tout simplement pour leur exceptionnelle qualité, nous ont-ils répondu. Il y a aussi le fameux terminal de réception des produits pétrolifères inauguré en octobre 1988. C'est ici que les camions de la péninsule viennent déverser longuement par dizaines de millions de litres chaque année, essence, kérosène ou mazout dans des wagons-citernes qui repartiront aussitôt à destination de Pontresina. Il est à noter que ce secteur de transport est en constante augmentation. Rien qu'en 2002, il a été transporté globalement plus de 46 000 tonnes de produits pétrolifères contre 83 000 tonnes de billes de bois. Comme on vous le disait en amont, à cette allure, le secteur marchandises risque bien de dépasser le transport voyageur. Quand les convois traversent la place de Madonna di Tirano, ce n'est jamais vraiment discret, car comme le veut la sécurité routière italienne avec le ferroviaire, souvent excessive, une myriade de cloches avertisseuses sonnent de partout au carrefour. Un véritable capharnaüm. On ose imaginer l'humeur du voisinage qui doit vivre au rythme des trains suisses. Seul lot de consolation à ces fréquents passages, c'est que la dernière navette du jour s'esquive rapidement vers les 19h40.
Tirano, place de la gare, terminus en cul-de-sac de la ligne Milano-Lecco-Sondrio. Dans cette gare, les pendolino à grande vitesse n'arrivent jamais. Seuls les interrégios circulent sur cette ligne à voie unique des chemins de fer d'État italiens. En ces lieux, le temps paraît presque suspendu, voire un sentiment de gare oubliée. Même les vétérans du chemin de fer héroïque meurent ici doucement, au rythme des saisons parfois sous le regard de rutilantes turinoises. Mais c'est derrière ces vaillants témoins de l'histoire ferroviaire italienne que se trouve un autre terminus, beaucoup plus animé celui-là. Il s'agit bien évidemment de celui des chemins de fer rétiques, situé juste à côté des voies normales du grand chemin de fer. Ici, l'exploitation va bon train. Comme nous vous le disions, hormis le trafic voyageurs, l'un des secteurs marchandises les plus porteurs de la ligne de la Bernina sont les transports de grumes. Plus encore qu'à Campo Cologno, ici une quantité énorme de wagons à plateforme est déversée chaque année sur ce site ferroviaire situé au cœur même de cette cité valtellinoise. L'établissement ferroviaire fait donc aussi office de gare de triage. Du reste, le va-et-vient du tracteur orange ne cesse qu'en fin d'après-midi, après que les convois routiers italiens aient pris la relève pour les livraisons définitives aux usines d'ameublement correspondantes. Ce n'est pas parce que l'on est en Italie que les bonnes habitudes helvètes doivent se perdre. Ici comme ailleurs, dans les gares du RHB, on putz. Quant au plan social, enfin, les collaborateurs de la gare de Tirano sont globalement d'origine italienne et vivent dans la région. À part l'impôt à la source, comme le veut la loi suisse, ils sont tous traités au même titre que leurs collègues œuvrant sur le territoire helvétique. Fait amusant, finalement, dans cette histoire, c'est qu'ils sont tous employés frontaliers dans leur propre pays. Voilà, il est presque 19h. Le dernier train rouge marque son entrée dans la petite gare internationale. De nos jours, malheureusement, peu de frontaliers utilisent ce mode de transport. Alors ce sont les touristes de la péninsule qui rentrent à la maison. Sitôt la douane passée, ils vont certainement prendre la correspondance avec la navette qui vient d'arriver à l'heure pour rejoindre les plaines de la Lombardie. Au-dessus de nos têtes, les lourds nuages noirs prennent place dans le ciel. Va-t-il pleuvoir ce soir sur la Valtelline? Quant à la motrice rouge, arborant fièrement les couleurs du grison, elle s'en retourne elle aussi au pays pour un prompt repos. Demain, la journée sera chargée. C'est aux environs de 1871 que se place la première étude pour la création d'un chemin de fer métropolitain souterrain à Paris. Immédiatement adopté par de nombreux usagers, le métro s'allonge rapidement. La première ligne relie Neuilly à Vincennes par les Champs-Élysées. En 1900, la longueur du réseau est de 13 km. Elle passe à 32 km en 1905. « 82 km en 1911. Elle atteint près de 100 km en 1921.
120 km en 1932. En 1948, le nombre des passagers est d'environ 4,5 millions par jour et 7 millions pourraient être transportés. Le signal d'arrêt qui immobilise à chaque carrefour les véhicules de surface n'existe pas pour le métro. Il reste préférable à tout autre moyen de locomotion par sa rapidité. Grâce à lui, la population laborieuse de Paris mène une meilleure vie de famille. Que la jeune femme soit vendeuse dans un quartier de luxe, que son mari soit employé dans une de ces grandes usines de la région parisienne, le métro les transporte rapidement l'un vers l'autre et leur permet de se retrouver dans l'intimité du foyer. L'automatisme remplace la main-d'œuvre dans la fabrication des billets. Des chantiers à la surface du sol marquent la continuité des travaux d'extension du réseau. Du fond d'un puits part une galerie où les maçons construisent une voûte posée comme une arche de pont supportée par des murs de béton. Ces galeries s'élargissent peu à peu et deviennent le souterrain à dimension normale. Le sous-sol de Paris est le symbole même de son intense activité. Sous l'Opéra, 3 lignes se superposent. Les correspondances sont aisément assurées entre ces voies de niveaux différents. Sous la place de la République, 5 lignes se croisent. Au traversé de la Seine, les ingénieurs trouvèrent 2 solutions. La plus aisée, grâce aux 4 viaducs. Et la plus ardue, 4 passages souterrains par des puits profonds dans un mauvais sous-sol. On creuse une chambre de départ où l'on monte le bouclier, sorte d'énorme emporte-pièces qui avance sous la poussée de vérins hydrauliques. Derrière lui, la construction du tunnel est réalisée par la pose de gigantesques anneaux métalliques. Les travaux sont exécutés dans l'air comprimé pour éviter les inondations. L'activité du métropolitain est entourée de toutes les garanties de sécurité grâce à un grand nombre d'appareils à commandes automatiques et électriques. La signalisation est précise et permet de lancer les trains à 90 secondes d'intervalle sur une même ligne.
Les portillons automatiques canalisent la foule et la freinent aux heures toujours dangereuses de l'affluence. Car les arrêts en station ne durent que quelques secondes et les voyageurs, aux heures de pointe, midi et 7 heures, se comptent par milliers dans les grandes gares. Aussi, quelle foule! Durant près de 20 heures, le métropolitain est le principal moyen de transport de la population laborieuse. Le parcours aérien n'est à peine que de 10 km sur l'ensemble du réseau. Quand paraît s'arrêter cette chaîne sans fin, le mouvement n'est pas exclu. L'entretien du tunnel commence. Une machine à meuler corrige l'usure inégale des rails. Le ballast est changé, les rails en mauvais état sont enlevés. Les traverses sont vérifiées. De nouveaux rails sont posés et fixés en vue du dur trafic qu'ils supporteront. L'hygiène et la propreté commandent des travaux de nettoyage et le chaulage du tunnel. « 5h30. L'activité nocturne à peine terminée, la vie recommence. Les terminus portaient, il y a quelques années encore, le nom des portes de Paris. Mais, peu à peu, les anciennes fortifications sont tombées et la proche banlieue est desservie par les lignes prolongées. Les communes de Boulogne, Neuilly, Vincennes, Saint-Denis sont intégrées peu à peu dans le Grand Paris, comme le furent jadis les villages de Chaillot, de Belleville ou de Monceau. Des trains express complètent jusqu'à la grande banlieue le rapide parcours souterrain. Ainsi, sans fatigue, l'ouvrier, l'employé, enfermés tout le jour à l'usine, au bureau, au magasin, peuvent habiter un des jolis coins de l'Île-de-France. La ligne de Sceaux fut la première exploitée sur le modèle du métropolitain. En 1948, la longueur totale du réseau atteint 186 km. Pour la grande famille du métropolitain, la compagnie a créé des œuvres sociales. Colonies de vacances, organisations sportives, piscines, un stade renommé, la Croix de Berny, où les jeunes s'entraînent, où des matchs célèbres se disputent.
Enfin, à sa nécessité pratique, le métropolitain joint l'élément touristique. Il permet d'admirer les grands souvenirs d'un glorieux passé, les chefs-d'œuvre des ingénieurs modernes, sur la butte, le moulin de la Galette, avant la somptueuse basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, et au cœur de la capitale, l'incomparable joyau médiéval, Notre-Dame de Paris.